Salut les jeunes, aujourd'hui je vous propose une dissertation de français, donc de revoir toute la méthode. Donc cette méthode, elle se découpe en 3 parties. Vous avez une première vidéo sur le type de plan à trouver, une deuxième vidéo donc qui est celle-ci sur le brouillon, comment on remplit sa feuille de brouillon, qui est vraiment la méthode centrale, et puis ensuite la troisième vidéo sera sur comment on rédige. Alors, on va partir de la feuille que je donne aux élèves quand ils viennent prendre les cours à l'agence. Je vous mettrai là la description en lien, dans la description le lien pour avoir ce document. Donc, voilà à quoi ressemble ce document. Il se compose de plusieurs feuilles et on va partir d'un vrai sujet qui est le sujet que je donne aux élèves quand ils viennent faire la dissertation avec moi, qu'ils viennent apprendre. Le tout premier sujet que je leur donne: le roman se limite-t-il à l'invention d'une histoire? Donc, première chose à faire, déjà, on écrit son sujet ici sur la feuille. Le roman se limite-t-il à l'invention d'une histoire? Ensuite, trouver une amorce. Alors, l'amorce, on la trouve à la fin. Vous allez me dire, Juline, pourquoi tu l'as mise ici au début? Tout simplement pour vous souvenir que c'est ce que vous allez rédiger en premier, quand vous allez rédiger votre copie. Mais par contre, l'amorce, c'est comme une bande-annonce. Donc ça se fait à la fin. C'est-à-dire qu'un réalisateur, quand il fait son film, il ne fait pas sa bande-annonce au début. Il tourne son film et après, avec les images de son film, il va faire sa bande-annonce. Eh bien, c'est un peu pareil, votre amorce. Vous ne pourrez la trouver que quand vous aurez mis tout ce qu'il faut dans votre dissertation. Et après, on pourra trouver une amorce. Donc, elle est au début pour vous rappeler que quand on va rédiger, c'est ça qu'on rédige en premier, mais ça se trouve à la fin. D'accord? Ensuite, on met ses mots-clés. On stabilote ces mots-clés dans sa phrase. Donc roman, invention, histoire. Et on définit ces mots-clés avec ces mots. D'accord? Vous définissez roman, donc c'est un genre littéraire qui est long, qui est écrit en prose avec des chapitres et qui est fictif, qui est inventé. L'invention, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui sort de l'imagination de quelqu'un. D'accord? Et histoire, c'est l'intrigue, le récit. D'accord? Ici, on réécrit sa problématique. D'accord? Et on a le droit de reprendre la même question. Profitez-en, c'est une des seules matières où on a le droit de le reprendre. Simplement, vous allez mettre une petite phrase magique. Il s'agit de se demander si, et vous mettez votre phrase. D'accord? En changeant de discours direct, indirect. Il s'agit de se demander si le roman se limite à l'invention d'une histoire. Il s'agit, c'est une petite phrase magique, parce que tous les élèves ont tendance à mettre nous allons. Il s'agit, ça donne un petit peu de saveur à votre copie. Et le correcteur, qui est en train de corriger 150 copies au mois de juillet, il est content. Pensez au correcteur toujours, c'est très important. Donc voilà pour l'introduction. Ensuite, vous avez cette partie. Donc la première partie, il faut trouver le plan. Donc, on se pose déjà la question de qu'est-ce que c'est comme type de plan. Donc là, vous regardez la première vidéo si vous ne l'avez pas fait pour savoir reconnaître les types de plans. Le roman se limite-t-il à l'invention d'une histoire? C'est un plan dialectique parce que je peux répondre par oui ou par non. Donc ma première partie, ça va être oui, entre crochets, hein, bien sûr, j'écris pas oui. Je vais mettre le roman est par définition une invention. Hein, je suis d'accord avec le sujet, c'est ma thèse. Quand je l'écris sous forme de phrase, quand je vais le rédiger vraiment dans ma copie, ça donnera: il s'agit donc d'étudier dans une première partie que le roman est par définition une invention. Ok? Et après, je cherche mes arguments. C'est-à-dire, je me pose la question: ok, c'est une invention. C'est une invention de quoi? Qu'est-ce que j'invente dans un roman? Je peux inventer les personnages, je peux inventer le cadre spatio-temporel, et je peux inventer l'histoire, les actions, les rebondissements, tout ce qui va se passer. D'accord? Donc voilà mes 3 arguments. Et ensuite, je trouve des exemples. Donc des exemples de romans, attention. Hein, donc on n'a pas le droit de prendre de contes, pas de nouvelles, pas de théâtre, pas de poésie, pas d'essais, hein, des romans qui vont rentrer, qui vont correspondre à ces arguments. Donc, exemple, invention d'un personnage. Presque tous les romans, ces personnages sont inventés. Hein, donc j'ai pris Gargantua de Rabelais. Le cadre spatio-temporel, The Lord of the Rings de Tolkien. Petit conseil, si vous citez des romans étrangers, si vous le pouvez, vous le citez dans la langue. D'accord? Donc en anglais, ici, c'est mieux de mettre The Lord of the Rings que Le Seigneur des Anneaux. D'accord? Et puis, pour l'intrigue, je propose Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors vous allez me dire: Juline, est-ce que j'ai le droit de mettre Le Seigneur des Anneaux? Moi, je vous répondrai: pourquoi vous n'auriez-vous pas le droit de le mettre? C'est pas parce que ça a été adapté dans un film qui est devenu très populaire que ça enlève le talent d'écrivain de Tolkien. Si vous voulez le mettre, vous devrez argumenter, et vous devrez argumenter vraiment que vous connaissez très bien le cadre spatial et temporel du Seigneur des Anneaux. Mais si c'est bien argumenté, ça passera, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est sûr que si vous argumentez ça juste parce que vous avez vu le film, ça marchera moyen. Mais voilà. Après, quand vous hésitez, c'est-à-dire quand vous avez 2 exemples que vous connaissez
De la même façon, pensez toujours à prendre celui qui fera le plus plaisir au correcteur. C'est-à-dire que si vous avez Tolkien et Victor Hugo, vous connaissez les deux aussi bien, hein, vous prenez Hugo, ça fera plus plaisir à votre correcteur. D'accord? Mais là, sur le cadre spatio-temporel, personnellement, pour moi, Tolkien, c'est un des meilleurs. Un des auteurs il a vraiment tout inventé dans son monde. Il a même inventé des langues, vous imaginez? Il a inventé des types de langage, il a inventé des décors, il a dessiné, il a créé des cartes, il a créé des chronologies. On a des dynasties de rois et de rois du Gondor, etc. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est dans le même style un peu. Vous avez George Martin sur Game of Thrones. C'est pareil. C'est des gens qui ont inventé complètement des mondes. Mais c'est ça qu'il faut argumenter, d'accord? Pour montrer que vous connaissez vraiment bien. Donc voilà pour la première partie. La définition du roman, oui, c'est une invention. Ça, on invente différents types de choses. On passe à la deuxième partie. Alors vous allez me dire, Juline, avant de passer à la deuxième partie, il y a écrit transition. Oui, c'est comme l'amorce. La transition, ça se fait à la fin. D'accord. Deuxième partie, l'antithèse. Le roman peut parfois s'inspirer de la réalité. D'accord. Donc l'antithèse, c'est toujours le contraire de votre partie de départ. C'est-à-dire que si au départ j'avais invention, le contraire de l'invention, c'est réalité. Donc je fais une partie sur la réalité, mais je ne fais pas de plan schizophrène. Je mets de la nuance ici. Ça peut parfois s'inspirer de la réalité. Si vous mettez le roman se limite à la réalité, cherchez, pourquoi on ferait une dissertation? Vous avez plié le sujet. On arrête là, on va boire un café. Enfin, d'accord? Pensez à nuancer. Pas de plan schizophrène. Si je l'écris sous forme de phrase, ça me donne. Il s'agit dans une deuxième partie de voir que le roman peut également s'inspirer de la réalité. D'accord? Et puis pareil, je cherche mes arguments. Sur quoi est-ce que je peux m'inspirer de la réalité? Alors, cette dissertation-là, elle est facile parce qu'on peut reprendre exactement les mêmes arguments. Mais attention, ça ne fonctionne pas sur toutes les dissertations. Sur celle-là, oui, mais pas sur toutes. Donc je peux reprendre personnage, cadre spatio-temporel et action rebondissement, parce qu'on peut s'en inspirer. Alors, personnages qui ont réellement existé. Exemple, la princesse de Clèves. De Madame de Lafayette, vous pourriez mettre aussi les Trois Mousquetaires, la Reine Margot. Enfin, il y a plein de romans où on utilisait des personnages qui avaient réellement existé. Le cadre spatio-temporel, eh bien, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, on peut l'utiliser. Et puis, à l'action et les rebondissements, je dirais malgré tout que cette vie fut belle, de Jean d'Ormesson. D'accord? Après, vous faites avec votre propre culture littéraire, hein, d'accord? N'oubliez pas de souligner les titres dans les copies. Moi, je les mets ici en italique, mais vous écrivez pas en italique sur votre copie, s'il vous plaît. Donc, vous les soulignez. Voilà pour la deuxième partie. Troisième partie, la transition, on l'a fait à la fin. Troisième partie, donc, on réfléchit à qu'est-ce qu'il y a d'autre. On a dit oui, c'est une invention. Non, ça peut s'inspirer de la réalité. Troisième partie, on va utiliser ce fameux mot de liaison, les limites qu'on avait au début. Est-ce que ça se limite à un roman? Un roman, ça se limite à rien en fait, mais la littérature en général, ça se limite à rien, ça ne vous doit rien, ça n'a aucune vocation particulière, ça en a plein, ça en a des milliers. Donc cette troisième partie, c'est le dépassement. C'est là qu'on va mettre que le roman, il ne se limite pas, il a plein d'autres buts. D'accord? Le roman a plein d'autres buts. Donc sous forme de phrase, il convient dans une dernière partie de comprendre que le roman ne se limite pas et qu'il a de nombreux buts et objectifs. Et je reprends toujours dans ma troisième partie le fameux mot de liaison, pour montrer que j'ai compris et que je ne suis pas hors sujet. Hein, pensez à ça. La personne qui vous lit, elle n'est pas dans votre tête. Elle ne sait pas comment vous avez cheminé. Donc vous devez lui réexpliquer correctement. Alors, quels sont tous les autres buts d'un roman? Bah là, en fait, c'est là qu'on utilise un peu la technique qu'on utilise quand on fait un plan thématique. C'est-à-dire, on cherche toutes ces idées. On se fait un brouillon, puis on met toutes les idées. C'est quoi le but d'un roman? Petit conseil que je donne aux élèves ici en cours. Souvent, vous avez, vous avez un peu de mal avec les romans, vous avez du mal à trouver des idées parce que vous n'êtes pas de grands lecteurs. Mais sur un sujet comme ça, pensez au cinéma. Ça fonctionne très bien pour le cinéma. Pensez au dernier film que vous avez vu, quel était le but de ce film, et pensez à tous les films que vous aimez bien, quels sont les buts. Vous allez voir que vous allez trouver pas mal de choses, et ça peut totalement se basculer ensuite sur le roman. Donc vous trouvez toutes vos idées, vous mettez après des stabilos, des couleurs, pour essayer de sortir 3 catégories. Et du coup, en sortant mes 3 catégories, ça me donne ça. Un roman, le but, ça peut être de faire ressentir des sensations. Et là, je me dis, bah ouais, faire ressentir des sensations, c'est un bon argument, mais je peux encore le décomposer parce qu'en fait, bah, je pourrais mettre plein de choses dedans. Ça peut aussi permettre d'éduquer, ok? Et ça peut aussi avoir pour but de juste, on se prend pas au sérieux et on s'amuse avec la langue.
Je reviens à mon faire ressentir des sensations. Je le décompose parce que je peux avoir la tristesse, je peux avoir l'amour, je peux avoir la peur, mais je pourrais ne pas m'arrêter là, hein. Je pourrais mettre la colère, je pourrais mettre l'angoisse, le suspense, etc., etc. J'en mets 3 et parce que je mets surtout ceux sur lesquels je suis sûre d'avoir des exemples. D'accord. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est toujours 3 parties, 3 sous-parties, 3 sous-sous-parties. On fait jamais 4 ou plus que 3. D'accord. C'est 2 ou 3. Donc ici, j'ai un argument sur lequel je peux faire des sous-sous-parties. Eh oui, mais qui dit sous-sous-partie dira après sous-sous-exemple, hein. Donc, la tristesse, bah, je peux utiliser Les Misérables de Victor Hugo, hein. La fin, elle est quand même assez rude, où Jean Valjean est mourant. Voilà, il y a une certaine tristesse. Même au début, hein, avec l'histoire de Fantine et Cosette, voilà, on peut ressentir la tristesse. L'amour, vous avez les histoires d'amour dans Madame Bovary de Flaubert. Et puis pour la peur, pensez à Stephen King, Shining par exemple, ça fonctionne assez bien. Pour éduquer, bah, éduquer aussi, je peux le dédoubler en fait. Ça peut apprendre, mais ça peut faire réfléchir, critiquer, montrer des choses de la société, essayer de nous ouvrir les yeux sur des choses. Donc par exemple, Apprendre Germinal de Zola, moi, c'est un film que je trouve vraiment très bien, que j'utilise même en cours d'histoire au CFA avec mes élèves pour apprendre la vie des ouvriers au 19e siècle, tellement c'est réaliste, hein, ce roman. Et faire réfléchir, eh bien, on peut mettre La peau de chagrin de Balzac, qui est un roman qui fait réfléchir sur le désir, la vie. Voilà, c'est assez philosophique, donc voilà, on peut utiliser celui-là. Et puis pour s'amuser avec la langue, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un exemple que vous pourrez mettre dans énormément de dissertations sur le roman. C'est La disparition, et non pas la disparition, La disparition de Georges Perec. C'est un livre qui est écrit entièrement sans la lettre E. Ouais, il fait plus de 300 pages. Ça raconte vraiment une histoire, hein, mais c'est écrit entièrement sans la lettre E. Et du coup, pourquoi il fait ça, Georges Perec? Mais c'est juste un challenge. En fait, il a envie de s'amuser avec ça. Il s'amuse avec la langue. Et les gens qui achètent ce livre, ils s'en fichent un peu de l'histoire. Ce qu'on veut voir, c'est comment il a réussi un truc pareil, quoi. C'est assez impressionnant. Et à l'agence, quand je le montre aux élèves, je leur dis pas. Je leur fais lire et je leur dis, trouve-moi ce qu'il y a d'étrange dans ce livre. Et on ne le voit pas, en fait. Tant que quelqu'un ne vous dit pas qu'il n'y a pas de E, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, donc vous pouvez utiliser cet exemple-là et vous le mettez en dernier. Argument 3 de la deuxième partie, c'est la cerise sur le gâteau parce que le correcteur s'attend pas du tout à ce que vous citiez la disparition de Georges Perec. Donc ça fait plaisir, c'est la dernière impression que vous donnez à votre, euh, à votre lecteur. Ensuite, maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien on va pouvoir trouver notre amorce, on va pouvoir réfléchir sur notre sujet. Donc l'amorce, c'est donc la bande-annonce. Donc ça ne doit pas spoil, hein. Si vous me faites des spoils, ça sert à rien, je ne lis pas la dissertation. Donc il faut lancer le sujet sans trop en dire. Je vous donne un exemple ici. L'un des intérêts à être romancier réside dans le fait d'avoir une liberté totale quant à l'invention. Quant à l'invention, c'est mal écrit, c'est avec un T. Le romancier peut imaginer ce qu'il veut pour son œuvre. Voilà, je pars de ça. Comme j'ai un sujet sur l'invention et le roman, je me dis, bah, c'est tout l'intérêt d'être un romancier, c'est justement de faire ce qu'on veut, de pouvoir écrire ce qu'on veut. D'accord. Alors, les transitions, les fameuses transitions qu'on avait entre les parties. C'est quoi une transition? C'est assez simple. C'est je conclus ma partie et j'introduis celle d'après. Donc, par exemple, pour la transition qui est entre le 1 et le 2, ça vous donnera. Nous avons donc vu que le roman est par définition une invention. L'auteur peut inventer, imaginer différentes choses. Cependant, il peut aussi aller chercher son inspiration dans la réalité. Donc, vous voyez, je conclus sur l'invention, j'introduis la réalité. C'est juste ça une transition. Après, vous faites la même chose entre la deuxième et la troisième partie. D'accord? À la fin de la troisième partie, vous n'avez pas de transition, derrière, il n'y a rien, il n'y a que la conclusion. Donc c'est juste une conclusion partielle du 3. Donc ce qui va donner un truc. Ça ne marche plus. Voilà. Nous avons donc vu que le roman a de multiples objectifs et buts. C'est tout. Et après, je refais toute ma conclusion où je remets mes 3 parties. Ça, je vous le montrerai dans la vidéo sur la rédaction. Mais voilà, sur votre brouillon, vous devez faire tout ça. Alors, le brouillon, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire parce que ça vous demande de chercher vos idées, de mettre vos exemples. Mais une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur.